la question de la couleur, elle est donc apparue souvent et je me suis dit, ben, faudrait peut-être une fois l'aborder ce sujet. Comment aborder un sujet qui est généralement considéré subjectif par... en fait, l'idée, c'est d'essayer de donner les pistes concrètes sur ce qu'on connaît de la couleur. Et que ce soit des questions de la couleur dans le temps, l'usure, la question des matériaux, comment on restaure les choses, mais aussi l'historique de notre ville. Et c'est en fait à travers un livre que j'ai vu au service des monuments et sites qui s'appelle Les couleurs dans la ville, que j'ai découvert Richard Quincereau qui donc a écrit qui avait été mandaté par l'État à l'époque pour traiter de ce sujet. Et je me suis dit, ben voilà, il faut que je fasse ça avec lui. Richard Quincereau, votre rapport avec la couleur date du début de votre carrière? Oui, absolument. C'était mon premier mandat, ma première mission d'urbaniste à Genève. C'est parti. On voit bien toute la relativité, toute la subjectivité. Je veux dire, les couleurs, comme on dit, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Donc, cette espèce de pellicule visible comme ça, des choses, le rouge, le bleu, etc. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Et pourtant, il y a une extrême sensibilité des gens, du public, par rapport aux couleurs qu'on pose sur les bâtiments. En particulier sur les façades, l'espèce de fond de ville. Comme si il y a des gens qui se sentent vraiment heurtés par des couleurs. Et il y avait un certain nombre de gens qui avaient écrit des lettres protestées auprès du conseiller d'État de l'époque contre un certain nombre de façades. C'était la mode à l'époque, des architectes s'étaient mis pour changer, parce que Genève était réputée un peu triste, un peu grise, un peu calviniste. Ils s'étaient mis à faire des couleurs un peu vives, un peu pétantes. Et ça a suscité... Et alors ce conseiller d'État a reçu une série de lettres, et il ne savait pas très bien quoi faire de ces lettres. Alors il avait sur son bureau cette pile de lettres, et c'est comme ça qu'on a fini par me demander d'investiguer le sujet. Est-ce que les couleurs sont particulièrement réglementées, sévèrement? Alors, oui et non, pas plus que... Bon, la loi, normalement, impose un contrôle. Hein. Le canton doit contrôler les couleurs de façade. Mais la loi le dit. C'est un contrôle qui n'est pas facile à exercer parce que ça dépend de la lumière, ça dépend des matériaux utilisés, ça dépend du temps, ça dépend des pigments, etc. Et c'est assez délicat à utiliser. Puis ensuite, ça dépend du jugement. C'est-à-dire qui, à l'époque, ils se demandaient est-ce qu'il faut nommer un monsieur couleur, qui soit l'expert en couleur, et qui se déplace à chaque fois qu'on rénove une façade pour décider sur échantillon de savoir quelle est la bonne couleur. Alors, je crois qu'à la fin du compte, ils avaient reculé, et c'était le conseiller d'État lui-même qui se déplaçait, puis qui décidait que c'était la bonne couleur ou pas. Alors cette balade va certainement porter sur un aspect particulier des couleurs, un quartier peut-être. Comment avez-vous imaginé ce circuit? Alors, non, c'est pas un quartier. On va parcourir plusieurs quartiers. On va commencer aux grottes et puis on termine à la jonction. Donc, l'idée est de couvrir un peu trois aspects trois axes. Je te laisse peut-être en parler. Moi, il y avait toujours un axe qui était évident, c'était ce côté de l'usure. C'est vrai que mon expérience, un de mes premiers mandats de logement, c'était de rénover un bâtiment et la façade elle était un brun foncé, gris. Et quand on a commencé à travailler, puis notamment quand on posait la question de la couleur qu'il fallait, d'abord on a découvert que ce bâtiment à l'origine était plutôt orange pétant et que ça n'avait rien à voir avec la perception. Alors, le bâtiment il était construit en 1910. Et il n'avait quasiment pas été rénové depuis. D'ailleurs, il y avait des problèmes de morceaux de balcon qui tombaient sur la rue. Donc c'était en très mauvais état. Et moi, j'ai appris énormément aussi par les monuments et sites à l'époque, parce qu'il y avait un fonds de rénovation. Donc cet argent, pour l'avoir, il faut que les monuments et sites soient d'accord avec le choix de la couleur. Et les architectes, en tout cas moi, j'avais un a priori de certaines couleurs, j'avais quelques idées,
Et puis j'ai appris beaucoup de choses avec eux qui ont inversé beaucoup. Et cette question aussi de l'usure, de l'entretien, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Et peut-être c'est aussi pourquoi certains architectes ils font tout gris, parce que ça dure, ça s'altère pas trop dans le temps. Voilà, on va aborder un peu plusieurs de ces sujets au fur et à mesure du parcours. Donc il y a l'usure, et puis toi, les deux axes, les deux autres, je propose que tu les présentes. Oui. Si les gens réagissent aussi fortement, c'est que ça les concerne. C'est le visible, hein, c'est le monde, mais c'est leur monde, c'est notre monde à tous, hein, c'est la ville. Donc, et là, c'est juste la pellicule des choses, puisque c'est juste les couleurs, donc l'apparence. C'est étonnant que ça réagisse aussi fortement. Moi, j'avais été fasciné par ce contraste justement entre l'arbitraire des couleurs, on peut tout faire hein, aujourd'hui, et puis les réactions du public qui sont très précises et très vigoureuses. Hein. Alors, pour cette visite, on a décidé de retenir 3 axes. Donc le premier, c'est l'axe propre ou sale, là. Bon, on pourrait se poser la question de savoir si ça vient de... On a pas mal de bâtiments assez sombres, hein, gris, très sombres, Maurice Braillard, mais aussi des musées, la maison Tavel, dont on a redécouvert historiquement, elle était toute noire. Alors, et puis c'est vrai qu'à Genève, on est un petit peu dans des tons éteints. Hein, alors, est-ce que ça vient de ça, cette espèce de tradition calviniste, mais dont les historiens nous apprennent qu'elle a été beaucoup inventée au XIXe siècle, donc l'aspect historique, hein. Ou bien est-ce que ça vient tout simplement de la saleté? On sait qu'on est l'une des villes où les bâtiments se rénovent le moins souvent par rapport au reste de la Suisse, pour des raisons X, Y, Z. Alors, on discutera un peu avec les gens de cet aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est l'opposition naturelle et colorée, coloriée même. Vous savez, les gens aiment bien les crépis naturels, la chaux, le sable, etc. Dans les petits villages, ce qu'on aime, c'est que de retrouver les couleurs de la terre sur les bâtiments. Vous voyez que le bâtiment, quand même, c'est pas des objets, hein, justement. C'est le cadre dans lequel je vis. Les murs, ils doivent être solides et leur apparence doit se conformer à cette idée que je me fais du monde. Par opposition au coloré ou au colorier, alors ça, on voit très bien sur les enseignes qu'il y a plusieurs registres. Il y a le registre de la publicité, les tentures, les enseignes. Là, c'est des couleurs très très vives qui sont faites pour se faire remarquer et qui se détachent sur un fond d'architecture, justement les façades elles-mêmes, qui normalement sont dans un registre plus pâle, plus modéré, et qui servent c'est le fond de scène pour toute la vie urbaine. Les couleurs des voitures sont très fortes, très puissantes. C'est pas de l'architecture, justement. L'architecture, son rôle à elle, au contraire, c'est d'être stable et puis de fournir cette arrière-scène sur lequel on se détache les uns et les autres avec les couleurs qu'on aime, vives, pas vives, enfin avec la vie urbaine. Et puis il y a un troisième axe qui est peut-être celui qui me fascine le plus, c'est la façon dont la couleur donne à lire la ville. Alors, une ville, c'est un assemblage de toutes sortes de choses. Hein. On vit ensemble. Et la couleur donne à montrer comment on vit ensemble. Il y a un très bel exemple, c'est la façon dont, dans les rues traditionnelles, ces rues traditionnelles sont faites d'immeubles mitoyens, donc côte à côte, des immeubles qui ont été construits par des propriétaires différents et qui ont des rythmes de vie différents. Et par conséquent, même s'ils le voulaient, d'ailleurs, ils n'arriveraient pas à faire la même couleur, parce que s'ils ne le font pas exactement au même moment, sachant que chaque couleur pâlit un peu avec le temps, que ça bouge, que ça se salit, etc., il y a toujours une différence entre les teintes des façades d'immeubles mitoyens. Alors ça donne à lire une chose assez confidentielle quand même, ça donne à lire le découpage du sol de la ville en parcelles appartenant à des propriétaires différents. C'est intéressant de voir que la couleur, cette apparence, comme ça donne à voir quelque chose qui est fondamental, qui est comment on découpe les sols sur les bords de rue. Alors, a contrario, on a vu ça il n'y a pas longtemps, justement, sur les bords du Rhône, plusieurs immeubles qui précédemment appartenaient à divers propriétaires ont été à l'évidence rachetés par un seul propriétaire qui s'emploie à mettre une seule couleur. Donc il donne à lire le montage de l'opération. C'est-à-dire comment la propriété a changé de main et comment, au lieu que ce soit la diversité de la ville du 19e, on se retrouve plutôt avec des grands opérateurs, des grands financements, des grands chantiers, et qui aboutissent à des façades beaucoup plus uniformes. Voilà. Alors, c'est un jeu de la différence,
Chacun en ville essaye de se différencier des autres, mais pas trop, essaye de se conformer aussi à la norme. Alors, tout au cours de cette balade, on va essayer de trouver quelques exemples comme ça de ce jeu de l'unité et de la diversité. Vous l'avez dit tout à l'heure, les goûts et les couleurs se discutent. Vous êtes déjà deux. Comment s'est passée l'élaboration? Êtes-vous sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a, bah oui, on a discuté et on s'est même mis d'accord qu'il faut que ce soit une discussion, cette balade. On a des points de vue différents, il y a des choses qui se recoupent, et c'est ça qu'on veut donner aux visiteurs, un peu de cette sorte de... Il y a certaines choses que je pense qui sont des bases qu'il faut qu'ils connaissent pour pouvoir juger. Par exemple? Par exemple, justement, ces questions d'usure, de comprendre l'altération des couleurs dans le temps, que certaines choses, on va s'opposer à une couleur extrêmement vive. Personnellement, j'ai eu au boulevard Saint-Jean, j'ai vu une couleur extrêmement vive, un jaune très très pétant, et j'étais un peu scandalisé qu'on pouvait faire ça. À l'époque, je devais choisir une couleur aussi d'une façade, et une cliente qui voulait ça. Je ne pouvais pas lui faire ça. Et aujourd'hui, quand je passe devant ce bâtiment qui, 5 ans plus tard, eh ben, il est extrêmement pâle, il a perdu toute cette vivacité. Donc il y a quelque chose, il y a un changement dans le temps. Ça, c'est des choses qu'il faut que les gens ils se rendent compte. Après, il y a aussi l'entretien. On voit des bâtiments en pierre de mairie, on va dire une pierre très commune à Genève dans les constructions, on va dire ensemble 19e. C'est une pierre qui, à la base, est très très claire, un beige clair. Et on peut trouver des bâtiments où elle apparaît noire. Il suffit de passer au Karcher, on passe du noir au blanc. Et ces contrastes-là, c'est frappant, quoi. Donc il y a ces aspects-là. Et puis on va essayer de discuter. Richard va donner ses aspects à lui. Et on va essayer d'ensemble, avec les visiteurs, sortir certaines bases sur lesquelles on pourra, à la fin, ensemble, discuter l'objet. On va arriver à un bâtiment et l'objet, c'est que on va demander aux visiteurs de donner leur avis sur ce bâtiment. Et cette discussion-là sera un petit peu le récapitulatif de la balade. On verra ce qu'on a appris. Nous aussi, on a à apprendre des visiteurs. Et c'est cet échange-là que je pense qui est primordial. Et à la fin, ce qu'on retient, c'est ça qui sera le plus important. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que toi, comme architecte, tu as le problème de décider des couleurs, simplement. Quand tu as un chantier, il faut bien savoir ce qu'on met sur la façade, sur les entourages, est-ce qu'on les distingue. Il y a des décisions à prendre locales. Et pourtant, des goûts et des couleurs, c'est très très arbitraire. Mais alors, tout ton problème, si je comprends bien, moi, comme urbaniste, je peux regarder tout ça, puis je vois commenter les différences, voir les palettes différentes, voir comment ça se répartit, et je m'amuse beaucoup à faire des interprétations, justement, à voir la ville qui bouge. À travers les couleurs, on voit la ville qui vit, et c'est ça, je trouve ça très passionnant. Mais toi, tu as un autre problème, c'est de décider localement. Alors, et donc, il faut bien sortir de l'arbitraire. Si toutes les couleurs se valent, c'est bien joli, mais n'empêche, pour tel bâtiment que tu es en train de construire, il faut bien choisir. Alors, comment tu fais? Comment je fais? Ben, j'apprends. J'apprends des autres énormément. Je pense que l'exemple que je citais avant, pour moi, c'était vraiment... en gros, on m'a donné le choix ou bien de refaire la couleur d'origine, qui était un orange... pas très attrayant, pas très intégré non plus. Et puis, ou bien de refaire une couleur qui imitait la pierre de mairie. Moi, à l'origine, je voulais faire un bâtiment blanc. Et puis, je crois que c'est un a priori d'architecte, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un a priori que le blanc est neutre. Et d'abord, ça m'a été totalement refusé par le monument des sites. Donc, j'avais le droit de le faire, mais je ne recevais aucun subventionnement. Donc, c'est clair que les sous, c'est un poids. T'as motivé, ouais. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret, au contraire, je suis très content de cette intervention du monument des sites, parce que j'avais des références de bâtiments blancs, d'architectes contemporains, donc c'était des anciens bâtiments rénovés. J'en avais deux.
je ne vais pas les citer, parce que je n'ai pas envie de vexer certains confrères. En tout cas, c'est mon point de vue. À l'époque, avait déjà un peu vieilli, et j'avais trouvé que ce blanc, en fait, avec le vieillissement, il avait une couleur un peu bleutée, verdâtre. Quelque chose qui est en fait à l'opposé des couleurs plus chaudes que donne la pierre de mairie, ou ces couleurs de terre, on va dire. Et ça, en effet, ça me disait, ah mais il a choisi un mauvais blanc. D'ailleurs, sur une villa que je suis en train de faire, on a parlé du crépi blanc, puis j'ai dit, il faut faire attention de ne pas prendre un blanc qui ne va pas virer au bleu, ou etc. Et puis, avec le recul, j'ai vu un autre bâtiment, à l'époque que je devais faire ce choix de couleur, et que je montrais, mais celui-là, il venait d'être refait, il était blanc, et il était superbe. Et dernièrement, je suis repassé, et il a ce même problème. Et je pense que, oui, c'est vraiment, ce côté d'usure est un facteur qui, moi, m'est important. Moi, si je conçois ou je rénove un bâtiment, c'est pas pour les 5-10 prochaines années. Il y a une durée, il y a une volonté de s'inscrire dans la ville et de participer à la ville. Donc voilà, moi j'ai appris énormément là des monuments et sites. C'est vrai qu'il n'y a pas, comme moi je cherchais pour cette question de la couleur, j'étais très rassuré de voir ce livre parce que ça veut dire que quelqu'un avait traité ce sujet. Parce que des gens qui osent traiter du sujet de la couleur, il y en a, je ne sais pas où les trouver. Et c'est vrai qu'on peut se faire des théories entre nous, architectes. En plus, si on n'a pas construit grand-chose, on a peu de recul de se rendre compte de l'évolution des choses, on s'appuie sur le savoir des autres. Et là, c'est un savoir qui en tout cas, qui semble pas commun. On a des théories, Goethe, etc., sur les couleurs, mais c'est pas ça qui va vraiment nous aider sur comment on intègre une ville. Il y a une chose un peu intrigante aussi, c'est l'histoire des couleurs chaudes et froides auxquelles tu faisais allusion tout à l'heure. C'est vrai que les bleus et les verts, c'est surtout ceux-là qui avaient fait réagir, les gens qui avaient envoyé leurs lettres qui traînaient sur le bureau du conseiller d'État et dont ils ne savaient pas quoi faire. C'est plutôt les couleurs froides, comme si c'était pas normal. Comme si la ville, c'était plutôt du côté des jaunes, des ocres, des rouges, voire des rouges, mais même des fois des rouges assez foncés. Hein. On a des exemples de façades du 19e avec des carmins assez approfondis. Pas sur toute la façade. Hein. De nouveau, quand on est en architecture, il faut bien voir qu'on est quand même dans le pâle, hein, dans les registres les plus pâles. C'est un phénomène d'échelle, c'est-à-dire qu'une petite surface de rouge, c'est beaucoup moins rouge que la même surface, qu'une très grande surface avec le même rouge. Quand on augmente la taille, l'intensité de la couleur augmente. C'est aussi un phénomène qui rend la chose pas facile à maîtriser d'ailleurs, parce qu'on fait régulièrement des petits échantillons comme ça, puis après on fait la façade, puis des fois on découvre que, oups, c'était quand même, ça dépasse largement les intentions. Mais c'est très fascinant de voir comment, mais il y avait une tradition, le vert c'était dans les hôpitaux. Ça sent la santé, c'est un autre registre. Le bleu, c'est plutôt la mer, etc. D'autres registres que la vie urbaine. La vie urbaine serait plutôt du côté des couleurs chaudes. J'ai toujours trouvé ça assez surprenant. Moi, j'ai toujours vu les couleurs chaudes, en effet, parce que bon, on peut facilement relater à ça à la terre. J'ai un crépi, c'est quand même du registre du minéral et de la terre. Et moi qui ai construit en terre et en terre crue, on se pose des questions de quelle est la couleur de la terre, parce que c'est vrai que la couleur du rendu, on peut aller chercher des terres plus rouges pour donner des couleurs. C'est vrai qu'on est dans ce registre-là. Par contre, à l'opposé, ce qui m'intrigue des fois, on en a un petit peu parlé, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai connu la Floride. Et quand on va au bord je ne parle pas de Miami, les grands bâtiments, mais quand on va sur des ports qui sont de plus petite taille, on retrouve des bâtiments en construction en bois, qui est quand même une construction relativement standardisée aux États-Unis, quand on est à petite échelle. Et là, on a des peintures de couleurs justement beaucoup plus bleues, les verts, etc. Alors, ça rentre parfaitement dans le cadre.
mais je me posais la question d'où vient la nature de ces couleurs. C'est pas le registre de la terre. Si on prend les bâtiments en Finlande, par exemple, la tradition est le rouge. Parce qu'ils ont une terre rouge et ils peignent leurs bâtiments en bois en rouge. Et c'est un rouge très spécifique qui est lié à la terre. Là, on a des couleurs qui semblent plus artificielles. Alors, il y a tout un contexte historique que je ne connais pas. L'histoire des États-Unis est beaucoup plus courte que, on va dire, que les traditions qui sont développées chez nous. Je me suis posé la question, est-ce que c'est lié aussi aux matériaux du bois ? Par exemple, le bois, on a tendance à l'entretenir. Et c'est là où on trouve un peu une opposition à chez nous. On va mettre un crépi, on va le laisser pendant 100 ans, on ne va même pas s'en occuper. Alors que là-bas, le bois en bord de mer, on doit le traiter toutes les années. Donc du coup, si on met une couleur pétante, l'année prochaine, il y a une nouvelle couche, elle garde ce pétant, si on veut. Ça me fait penser aussi, si on va en Grèce, on a ces bâtiments blancs chauds, pour des raisons qui sont purement thermiques, déjà à la base. Et on retrouve le bleu aussi, qui est, à mon avis, le rappel de la mer. Mais ce blanc, c'est un entretien annuel. Et c'est constant. Donc il y a ce côté de beaucoup d'entretien, et peut-être que là, on trouve des couleurs plus vives, parce qu'on peut les garder. C'est une hypothèse, je ne suis pas historien et tout. C'est très beau, oui. Mais voilà un peu des observations. Ça dit quelque chose du rapport de la ville au temps. Ouais. C'est extraordinaire. Tout à l'heure, on parlait du rapport au sol, le découpage du sol en propriété. Et la couleur montre le rapport au temps. On vit dans des rythmes différents. Ce que tu viens de dire sur le rapport au temps, c'est-à-dire le rythme auquel on s'occupe de rénover les façades. Donc, il y a des sociétés dans lesquelles on repeint tous les ans. C'est pas le cas à Genève, et plutôt on traîne à Genève même. Alors, est-ce qu'on peut traîner, est-ce qu'on peut laisser traîner par rapport à une question de propreté? Est-ce qu'il y a, comme à Paris, une obligation de... Apparemment non, on voit des façades d'une noirceur extraordinaire, surtout le long des axes de circulation, là où la pollution est la plus forte. Et c'est vrai que Genève est particulièrement sombre, par contraste avec les villes alémaniques en particulier, qui sont beaucoup plus claires, où on voit moins de façades qui, à l'évidence, attendent une rénovation, attendent on ne sait pas combien d'années. Et ça produit effectivement un effet d'assombrissement. Moi, plutôt que d'invoquer Calvin, l'ombre de Calvin, l'ombre sinistre du Calvin noir, c'est vraiment parler plutôt de ce rythme de rénovation de l'immobilier à Genève, qui est, alors là c'est objectif, on a des chiffres, on rénove beaucoup moins souvent à Genève que dans les autres villes suisses, pour mille et une raisons, la crise du logement étant l'une de ces raisons, et le prix de l'immobilier étant l'une de ces raisons. Il n'y a pas besoin de rénover, puisque de toute façon, quoi qu'on loue, on trouve à louer, donc il y a une espèce pas de dire de négligence, mais simplement d'économie, de dépenser le moins possible, puisque de toute façon ça fonctionne, et les gens se logent, et les immeubles sont pleins, et voilà quoi. Donc ça fait une espèce de look probablement un peu négligé à Genève, qui est... c'est pour ça qu'on voulait mettre cette dimension propre, sale, un peu au premier plan, c'est que, bon, on peut parler de couleurs. Quand on parle couleur, on a l'impression de pouvoir improviser, on a l'impression de pouvoir jouer au jeu de la mode. Vous savez, les jeunes filles au printemps se mettent des robes gaies, des messieurs restent en noir. Enfin, il y a tout un jeu social de la couleur dans lequel on joue à la distinction au maximum, on essaie d'harmoniser, etc. À Genève, c'est dur pour les couleurs de façade parce que précisément, il y a cette espèce d'affadissement, d'aplanissement du jeu des différences, probablement à cause plutôt de ce rythme de renouvellement, de rénovation très lent des façades des immeubles. Alors plutôt que l'habituelle raison qui tiendrait à une certaine austérité calviniste, nous sommes plutôt dans un appât du gain qui l'emporte sur les considérations esthétiques. Voilà, c'est tout à fait, vous avez parfaitement résumé l'analyse qu'il me semble possible de pouvoir faire aujourd'hui. Et de nouveau, alors c'est marrant parce que ça veut dire que la couleur, donc cette chose un peu arbitraire comme ça, cette savonnette qui file entre les mains, qu'on contrôle mal, etc., nous en apprend là sur un mode de financement du renouvellement de la ville. Alors, je trouve ça extraordinaire.
Mais qu'en pensez-vous par l'image donnée justement par la ville, cette image de ville fade? Ben, vous savez, les villes, ça ne se gouverne pas. Les villes sont les villes, et les villes sont comme elles peuvent, et ce sont des assemblages de multiples initiatives, de systèmes, de gouvernements, de gens qui font pas, de voisins qui rénovent ou qui rénovent pas à côté d'un immeuble rénové, etc. etc. quoi. Les villes sont comme elles sont. On peut simplement les regarder, essayer de voir ce qu'on voit et interpréter, parce que je crois qu'il y a beaucoup à voir dans les villes. Moi, je trouve ça passionnant, et il y a beaucoup à comprendre justement de la façon dont ces villes fonctionnent et ce qu'elles sont, et leur manière d'assembler ces multiples volontés, citoyens, choses, immeubles, véhicules, voitures, qui font la vie urbaine.